les victimes de 77 n'ont rien à voir avec l'assassinat de Mariam Gwabi et que ça soit, on emporte tout seul la responsabilité. Et que nous devons simplement nous interroger comment cela a été si possible, comment cela a été possible et comment cela demeure toujours possible. Est-ce qu'on peut se regarder, on peut se mirer et se dire, ce pays qui a eu tant de cadres, mais des éminents, M. Perrin, ont laissé et laissent courir un dangereux criminel à ce point, simplement parce qu'il donnerait de l'argent, simplement parce qu'il donnerait des postes. C'est largement suffisant pour que la frontière entre le bien et le mal disparaisse et qu'on rentre dans la banalisation du mal, M. Perrin. La banalisation du mal. Nous ne devons pas penser et nous ne devons pas croire que le pouvoir dont il exerce peut être un refuge de criminels. Tous les Congolais aujourd'hui réunis, si nous avons tous conscience, malgré la tribalisation à outrance, ils finiront quand même par se dire non. Il y a quand même quelque chose de supérieur à nous tous, c'est le Congo. Il faudrait donc sauver le Congo. Et donc, c'est un appel à l'armée avec Okoye. C'est un appel à l'armée avec Oboa. C'est un appel à l'armée avec la gendarmerie. Mais c'est un appel au gouvernement, au PCT, de regarder en face que nous ne pouvons plus attendre, nous ne pouvons plus nous contenter de regarder, d'avaler les couleuvres au motif qu'il serait un chef d'État. Non, c'est un criminel. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver encore sur R7, cette fois-ci en compagnie de Maître Amédée Ganga. Bonjour, Maître. Bonjour, Monsieur Perrin, comment allez-vous? Je vais très bien, et vous-même? Ça va, ça va. Je pense que pour vous, vous allez très bien parce que je vois comment les émissions sont saccadées et que vous êtes en train de faire du grand travail pour notre pays. Et Merci, il merci. faudrait que vous soyez félicité pour ça, Monsieur Perrin. On essaie de jouer notre partition. En tout cas, Oui. merci, Maître. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Nous allons évoquer la possibilité de poursuite au pénal de Denis Sassou Nguesso pour crime contre l'humanité, crime de masse et crime politique. Les éléments de preuve matériels existent désormais. Les témoignages font également foi. Avant de vous faire intervenir, Maître, je vais d'abord me faire le devoir de relire, pour l'intérêt bien sûr de nos téléspectateurs, l'acte numéro 284 de la Conférence nationale souveraine de 1991 qui désignait le principal responsable de l'assassinat du président Mariam Ngouabi égorgé, vous le savez très bien, en plein jour, et de tous les autres crimes et assassinats politiques qui avaient suivi ce coup d'État militaire de mars 1977 notamment, dans la période allant du 18 mars au 2 avril 1977. Acte numéro 284, bar 91, bar CNS, bar P, bar S. Déclarons le ministre de la Défense et Sécurité en fonction 1977, seul responsable des assassinats commis par le CMP, donc le comité militaire du parti dont il était donc le chef, entre le 18 mars et le 2 avril 1977. Vu, je vous épargne de tous ces détails. Décide, article 1er. Le ministre de la Défense et de la Sécurité en fonction en 1977 est reconnu individuellement responsable des assassinats commis par le CMP dans la période allant du 18 mars au 2 avril 1977 inclus. Je répète, article 1er,
le ministre de la Défense et Sécurité en fonction en 1977 est reconnu individuellement responsable des assassinats commis par le CMP, donc le comité militaire du parti, dans la période allant du 18 mars au 2 avril 1977 inclus. Article 2. Le présent acte exécutoire, écoutez bien, exécutoire immédiatement et d'urgence sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo, fait à Brazzaville le 22 octobre 1991 pour la conférence nationale souveraine, le président du présidium, Monseigneur Ernest Kombo. Maître, ma première question, qu'est-ce qui peut expliquer que l'élite intellectuelle et politique du Congo, consciente bien sûr de l'existence d'un tel acte exécutoire, c'est bien dit exécutoire, immédiatement, ait pu laisser Denis Sassou Nguesso revenir au pouvoir par les armes sans une moindre résistance du peuple congolais? Monsieur Perrin, cet acte corrobore en réalité ce qui pourrait être dit comme étant l'acte de naissance de M. Sassou sur la scène politique, c'est-à-dire la physionomie qu'il se donne ou qu'il s'est donné pour entrer en politique. Mais M. Perrin, avant que je ne développe cette idée, permettez-moi de dire mes remerciements à tous ceux qui, lors de notre dernière émission, nous ont contactés, nous ont remerciés et nous ont même corrigé sur notamment le terme, j'allais dire, que j'avais dit embauchi. Et j'ai été très, très séduit de savoir finalement que les gens ont fait attention à cela et m'ont rapporté leur contribution quant à la correction, quant à la meilleure prononciation de ce que j'avais dit. En tout cas, je leur remercie. Je remercie aussi certains agents de la force publique qui, à l'époque de Marien Ngouabi, ont été au rendez-vous et m'ont appelé pour me donner encore de plus amples informations et qu'ils étaient séduits par la démonstration qui était faite. Mais j'irai encore plus loin, M. Perrin. L'arrivée des victimes, de ceux qui ont pensé que leurs pères, finalement, sont partis avec la conscience coupable qu'ils étaient les auteurs ou les assassins de Marien Ngouabi, alors qu'ils n'en étaient rien. Les voir parler dans votre média, expliquer leurs émotions, cela a été pour moi un moment d'encouragement pour me dire, enfin, finalement, il est possible que ces victimes-là aient pu parler parce que là, vous avez évoqué, et c'est très bien, l'acte de la conférence nationale, mais même à la conférence nationale, ces victimes n'ont jamais été entendues. Non pas parce que on n'avait pas besoin d'eux, non pas qu'on les avait négligés, mais je pense que dans la démarche, ceci n'avait pas été peut-être considéré comme important. Et donc, les voir intervenir dans votre média à la suite de notre intervention et finalement m'appeler pour me dire, maître, nous souhaiterons avoir des plus amples informations parce que dire que nos parents ont été assassinés, non pas pour l'affaire Marien Ngouabi, mais pour autre chose dont on ignore, si vous voulez, ça a soulevé en nous un holà parce que, enfin, on se dit finalement, il est possible que la mémoire de nos parents soit dédouanée. Et donc, je pensais qu'il était nécessaire de donner ces remerciements parce que ça n'arrive pas très souvent. Lorsqu'on revient sur la question, maître, que je vous ai posée tout à l'heure, c'est que après on essaie un peu de réfléchir, on se dit, est-ce que ce n'est pas force, bien sûr, de cet acte que Denis Sassou Nguesso s'est dit, la meilleure façon d'échapper à la justice, il fallait faire un coup d'État et reprendre le pouvoir par les armes. De 1992 à 1997, le temps qu'a vécu la République, donc le pacte entre tous les Congolais, le PCT a participé à toutes les élections pendant cette période. Il a perdu toutes les élections. Il est revenu au pouvoir par la force des armes, donc en violation
du préambule de la Constitution et des principes établis de commun accord par tous les Congolais, j'ai rappelé l'unanimité de la nation à l'appel de l'adoption de la Constitution du 15 mars 1992. Ce pouvoir arrivé par la force en 1997 a ensuite, comme par miracle, gagné toutes les élections qui ont suivi. C'est dire que le même peuple qui l'avait rejeté dans toutes les élections entre 1992 et 1997 a perdu la mémoire, ou supposé qu'on a changé de peuple. Donc, penser qu'il y aura une élection en 2026, c'est fausser les termes du problème. Et je vous rappelle encore que dans la Constitution que l'actuel chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, la Constitution qu'il avait lui-même proposée le 20 mars 2002, cette Constitution lui interdisait de faire plus de 2 mandats, pas seulement à lui, mais à quiconque se trouverait en situation d'exercice des pouvoirs de la magistrature suprême. Il n'était pas possible de changer, de modifier la Constitution dans les dispositions interdisant la prolongation des mandats. C'est donc en violation de la Constitution que le président de la République se trouve au palais aujourd'hui. Et c'est là où je posais la question de savoir comment expliquer que l'élite politique intellectuelle du Congo ait laissé Denis Sassou Nguesso faire ce coup d'État militaire sans résistance, sans moindre résistance du peuple congolais. Oui, Monsieur Perrin, je l'ai dit tout à l'heure, la question que vous posez, hein, je la trouve tout à fait pertinente. Mais ça se conjugue avec une autre question qui n'est pas loin de ce que vous venez de poser, c'est celle de savoir comment tout ça a pu être possible. Et évidemment, vous avez raison d'évoquer la qualité ou le comportement de l'élite congolaise. Comment tout ça a pu être possible? Et comment tout ça, jusqu'à aujourd'hui, est rendu possible? Mais cela est rendu possible, Monsieur Perrin, je vais vous l'expliquer, simplement parce que Monsieur Sassou, qui fait de l'assassinat de Marien Ngouabi l'acte de naissance en politique et de la manière dont il va faire la politique, a cru penser qu'il devrait assassiner en se cachant. Qu'est-ce que je veux dire par là, Monsieur Perrin? Vous savez, il est temps vraiment de scruter le comportement de M. Sassou et en nous-mêmes de savoir véritablement à qui avons-nous affaire. Et je pense que c'est tout ce qu'ils disent faire de la politique. Ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'à présent, c'est d'ignorer ce qu'est vraiment Sassou. Monsieur Perrin, vous savez ce qui se passe, c'est quoi? Lorsqu'il y a l'assassinat de Marien Ngouabi, le but pour M. Sassou, c'est d'un côté de faire en sorte que le peuple rentre dans une peur innommable. Mais l'augmentation de la peur, si vous voulez, l'effervescence de la peur a pour allier la diminution, sinon la disparition de la responsabilité du bourreau. Donc, vous avez d'un côté la victime qui vit dans la peur effroyable et de l'autre côté, l'irresponsabilité du bourreau. Donc, tout ceci fait qu'on crée la peur, mais cette peur augmente d'autant qu'on ignore qui est le tueur en série. Mais rappelez-vous, M. Perrin, quand vous avez un tueur en série dans une ville et que vous ne l'avez pas encore arrêté, qu'est-ce qui se passe? Il y a la peur dans la ville. Et voilà, si vous voulez, le modèle de politique qu'impose Sassou au Congo. Et pour vous le démontrer, nous allons repartir, M. Perrin,
à quelque chose qui, c'est vrai on a touché, mais je ne l'ai pas suffisamment développé. C'est quoi? C'est, vous savez, assassiner quelqu'un pour ensuite faire retomber ce crime sur des innocents, ce n'est pas donné à n'importe qui, M. Perrin. Il vous dit, dans ces livres-là, Vercha vous reconnaît une influence dans la remise en place du président du Congo. Denis Sassou Nguesso. Exactement. Vrai. Un type pas très recommandable, nous écrit Jean. Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre sur la table toutes les vilainies de la France-Afrique? Et est-ce que vous n'avez pas un peu le sentiment d'y participer? Oui, j'ai eu tort de soutenir Sassou Nguesso, Sassou qui est un voyou. Malheureusement... Voilà ce qui est au cœur de la peur du peuple. Parce que le peuple ignore finalement qui est le tueur à gages, qui est le tueur en série. Et c'est l'erreur de la conférence nationale de ne l'avoir pas arrêté. Mais M. Perrin, pour aller dans la démonstration que je faisais tout à l'heure, vous allez suivre de nouveau les interventions et les interviews de M. Sassou chez comment on l'appelle, celui qui travaillait à France, à la Jeune Afrique, je crois, hein, qui est son beau-frère, Soudan. Ouais. Ensuite, la dernière intervention du 4 mars avec, du 17 plutôt, du 18 mars avec le journaliste que vous connaissez. Mais ensuite, il faudra ajouter à cela 2 interviews, M. Perrin. Celui de Florent Tsiba et celui de M. Jacques Okoko. Et je m'en vais vous dérouler quelque chose qui va permettre à ce qu'on comprenne la réalité et qu'on donne satisfaction aux victimes qui sont venues parler pour que d'autres victimes viennent à nouveau et qu'ils comprennent que finalement, leurs parents n'ont pas été assassinés par le fait de l'assassinat de Mariam Gwabi, mais par un élément que vous et nous allons chercher à savoir qu'est-ce qui a pu être. Monsieur Perrin, Monsieur Sassou, dans ces 2 interviews, quand vous l'écoutez, quelque chose revient. Il dit, les Kunzu l'a appelé et il a entendu des coups de feu. Monsieur Sassou vous dit qu'il était chez lui. Il a apporté son... Vous connaissez à peu près la scène. Et il dit dans la scène qu'il croit que dans un premier temps, ça peut être les flecs. Dans un deuxième temps, il avance, il dit qu'il y avait des feux nourris. Donc, il y a un élément qui lui permet de dire que certainement les assaillants ou ceux qui ont attaqué à la présidence, ce sont les flecs. Et dans un deuxième temps, il dit qu'il y a des feux nourris. Mais vous vous rappelez ce qu'il dit après le coup de fil? C'est qu'il se retrouve ensuite à la mairie. Oui. Monsieur Perrin, il se retrouve à la mairie après le coup de fil de l'Ekunzo. Mais suivez bien, lorsqu'il arrive à la mairie, il ne fait rien. Il est debout à la mairie, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il est venu faire. Et très curieusement, il est seul. Il n'a même pas fait appel à ses troupes. Non, il est seul. Sécurisé. Mais en plus, M. Perrin, et je vais vous démontrer qu'en réalité, c'est faux, ce qu'il dit. C'était un mensonge. On va le démontrer. Ensuite, de là, il se retrouve à l'hôpital. Vous voyez, M. Perrin? Alors, voilà ce qui va se passer. S'il arrive à la mairie, il se retrouve à l'hôpital, ça veut dire que M. Sassou n'a jamais su là où se trouvait la scène du crime et là où Maria a été assassinée. Est-ce que vous me suivez, M. Perrin? S'il arrive à la mairie, ensuite il se retrouve à l'hôpital dans des conditions que nous ne connaissons pas, mais je reviendrai là-dessus. Ça veut dire que M. Sassou n'a jamais su, n'a jamais été témoin ni de la scène du crime, ni de la connaissance de la scène du crime. D'accord? Donc, il ne sait absolument rien. Mais le lendemain, M. Perrin, le lendemain, nous sommes le 19, il y a le petit matin. Comment quelqu'un qui n'a pas été témoin, qui ne sait pas où se trouve, où s'est passée la scène de crime, qu'est-ce qui s'est passé, où le président Maria a été assassiné, le lendemain, il commence à tuer les gens. Monsieur Perrin, ça ne vous interpelle pas? Et il exécute donc les témoins, parce que ce qui est grave d'ailleurs, c'est que lorsqu'il a reçu le coup de fil dont il parle avec les Kunzu,
on se pose la question s'il avait instruit ses troupes pour aller Non, sécuriser le président ou non, pour aller constater qu'est-ce qui se passait. Or, il exactement. s'est mis en mouvement seul. C'est quand même Voilà. curieux pour un ministre de la Et oui. Défense. Mais Monsieur Perrin, je reviendrai là-dessus et vous faites bien d'en parler. Mais comment peut-il se retrouver à l'hôpital alors qu'il n'a été témoin de rien? Il ne connaît pas, il ne sait pas où s'est passée la scène du crime, comment ça s'est passé. Il s'est juste retrouvé à l'hôpital pour constater que le président malien est mort. Donc je ne peux même pas dire s'il sait qu'il est assassiné, mais il constate à l'hôpital qu'il est mort. Et comment ça se fait que le lendemain, il commence à assassiner les gens? Prenons l'hypothèse de Ansou. Pourquoi Ansou est assassiné? Parce que lui, n'étant témoin de rien, il ne peut pas considérer qu'il y a eu d'autres témoins pour qu'ils disent que je puisse les assassiner, c'est-à-dire leur conférer le statut de témoin gênant. Est-ce que vous comprenez, M. Perrin? Lui, il n'a été témoin de rien, donc il n'a vu aussi aucun témoin. Mais comment peut-il le lendemain commencer à éliminer des témoins? Est-ce que vous voyez déjà? Mais surtout, cette rapidité-là, est en fonction de quoi, par rapport à quoi, et pour quelles raisons il commence à éliminer les gens alors qu'il n'y a même Mais pas encore oui, un procès ou voilà. mais oui, M. Perrin, c'est là le hic. C'est que en dessous, quand on l'élimine avec quel statut? Il est qui en dessous? Savait-il quelque chose? Monsieur Sassou ne peut rien savoir puisqu'il n'a été pas témoin de quoi que ce soit. Comment donc on élimine monsieur le sergent en dessous, je pense? Pourquoi on l'élimine? Donc vous voyez déjà que même en dessous est éliminé sans qu'on le sache de quoi on lui reproche. Une Donc vous voyez, exécution extrajudiciaire, voilà. mais non, mais au-delà, monsieur Perrin, de l'extrajudiciaire, c'est cette capacité qu'il a de tuer des gens dont on ignore qu'est-ce qu'ils ont fait. En dessous a fait quoi? Moro a fait quoi? Mais en plus, monsieur Perrin, c'est que ça se passe. Il y a d'autres officiers quand même. Il y a des gens tout autour. Comment on laisse faire à monsieur Sassou de commettre ces actes-là? Monsieur Perrin, maintenant revenons. Il dit qu'il y avait certainement les flecs. Et la notion de flec aussi, d'ailleurs, le mot flec est venu aussi dans la bouche de Motondo. Quand vous allez visualiser, vous verrez que Motondo aussi en parle. Mais Sassou est le premier à se dire, ah, peut-être que les flecs ont attaqué. Allons-y dans cette hypothèse, M. Perrin. Mais si les flecs ont attaqué, comment ça se fait que Sassou vient à la mairie tout seul? Mais si les flecs ont attaqué, M. Perrin, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est pas de faire la contre-offensive Mais pour aller naturellement, oui. secourir éventuellement le Naturellement. président qui est en danger. Oui. M. Perrin, vous m'entendez? Bien entendu. Est-ce que les militaires, les officiers me diront, hein, si on en a des vrais, est-ce que si jamais c'était les flecs qui étaient arrivés, qui étaient des assaillants à la présidence, à la suite des feux nourris, parce que M. Sassou dit il y a des feux nourris. Il ne pouvait pas se mouvoir seul. Ça, au moins, Il ne c'est. peut pas se mouvoir seul. Donc, il faut quand même préparer la contre-attaque. Mais vous savez, M. Perrin, à quoi pouvait servir la contre-attaque? Mais la contre-attaque aurait servi d'arriver sur les lieux, d'arrêter certainement certains assaillants, si c'était des flics, vous voyez, et d'interroger ce qu'on aurait pu trouver, la contre-offensive de la contre-offensive. On aurait pu considérer où se trouve, par exemple, madame, où se cache madame Ouabi. Et, M. Perrin, c'est bizarre. Il y a eu des feux nourris, mais dans Brazzaville, on n'a pas entendu les hôpitaux être chargés. Il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu d'autres morts. On constate que dans cette attaque des flics, il n'y a que Marien qui est décédé. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Or, c'est la contre, M. Perrin, c'est la contre-attaque qui aurait permis d'arriver sur les lieux du crime ou le lieu où se trouvaient les assaillants. Et les enquêtes auraient pu commencer par là, parce qu'on aurait pu arrêter certains assaillants, ou ceux qui ont fui, on aurait pu donner des communiqués.
Oui, mais Or, maître, pendant que vous le dites, c'est parce que lui-même, Sassou Nguesso n'est pas là, on lui aurait posé la question que devrait faire normalement un ministre de la Défense au cas où le président, par exemple, est attaqué. Il nous aurait peut-être expliqué le protocole, parce que là, on se rend compte que le protocole n'a pas été respecté. Monsieur est informé qu'il y a quelque chose qui se passe, peut-être des flecs, peut-être après les feux nourris, mais après il se met en mouvement seul, tout seul, sans instruire ses troupes, sans voilà. instruire voilà ces éléments. C'est quand même, évidemment, comme vous l'avez dit, c'est vraiment bizarre. Alors je dis ceci, que vous êtes seul responsable du dossier de Marien Ngouabi. Et si j'avais été à votre place, Monsieur le Président de la République, en tant que ministre de la Défense, et lorsque le Président de la République meurt assassiné pendant que les troupes sont consignées, moi, si j'étais à votre place, j'allais me tirer la balle dans la tête. Vous deviez vous constituer prisonnier le 18 mars 1977. Vous ne l'avez pas fait. La moindre des choses que vous pouvez faire, Monsieur le Président, c'était de démissionner et non pas de se maintenir. Car votre maintien a gêné le procès. Bon, M. Perrin, mais j'irai encore plus loin. Puisque lui dit qu'il y avait des feux nourris. Alors, les feux nourris ont pris fin comment? Et à quel moment? Et à quel moment? Puisqu'il n'y a pas eu la contre-offensive. Et donc, les feux nourris ont cessé comment? Or, M. Perrin, vous prendrez l'exemple de l'attaque chez Nsourou. Je pense que vous pouvez avoir des images. Tout à fait, oui. Quand ils ont attaqué, ils ont arrêté Nsourou. Ils ont pris des gens qui étaient sur lieu et ils sont partis les interroger à la gendarmerie où se trouvait un certain colonel qu'on appelle Olangue. Donc, ils ont arrêté ceux qui étaient sur les lieux pour les interroger. Et donc, vous voyez bien, et Madame Nsourou d'ailleurs avait été arrêtée et interrogée. Oui, mais voilà pourquoi je disais, maître, tout à l'heure, c'est le protocole qu'on devait suivre normalement. Envoyer des troupes sur place pour constater qu'est-ce qui se passe, la contre-offensive, comme vous le dites, et quitte à arrêter les assaillants, pourquoi pas, voilà. Mais cela n'a pas été fait, curieusement. Et si c'était des flecs, donc on aurait su, M. Perrin. Un cardinal ne serait pas assassiné si c'était des flecs, à moins de le confondre dans sa robe comme étant un flec. Donc, vous voyez, M. Perrin. Donc, tout montre bien que M. Sassou a commencé à assassiner des gens qui n'ont rien à voir avec l'assassinat de Marien Ngouabi. Parce que, un, il va à l'hôpital en passant par la mairie, il n'est témoin ni de la scène du crime, ni de l'assassinat de Marien Ngouabi, ni du lieu de la scène du crime. Il y a des assaillants, soi-disant des flecs, mais il n'y a pas la contre-offensive. Donc, on ne sait pas où s'est passé l'assassinat de Marien Ngouabi. Mais comment ça se fait que lui se donne la liberté de tuer des gens? Mais M. Perrin, je vais encore plus loin, je vais vous étonner encore. Est-ce que vous savez que quand on l'interroge, il dit, il y a eu un commando. Et vous verrez Florent Tiba dans son interview, il dit, on a donné mission à Louis-Sylvain Goma, le 19 mars, de s'adresser aux ambassadeurs. Donc, vous voyez, Nsiba Sassou donne mission au Premier ministre. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est eux qui donnent les recommandations au Premier ministre de ce qu'il doit les dire aux ambassadeurs. Ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères, hein, mais il donne des instructions au Premier ministre. Et ce Premier ministre, lui, Sylvain Goma, exécute. Qu'est-ce qu'il dit aux ambassadeurs? Non, Marien Ngouabi a été attaqué par un commando. Donc cette fois-ci, ce n'est plus des flecs. Par un commando. Et il y a eu 2 morts. Il y a 2 autres qui ont fui. Alors que lui, Sylvain Goma, était à Point Noir. Donc il ne sait rien de ce qui s'est passé. Mais il va dire aux ambassadeurs, il y a eu un commando. Bon, M. Perrin, puisqu'on a parlé des flecs, Sassou dit qu'il y a eu un commando. La question est simple, M. Perrin. Mais le commandant en question est rentré par où? Parce que si les flecs étaient rentrés à la présidence, ça veut dire que les coups de feu, l'attaque aurait commencé à l'entrée de l'état-major.
pour ensuite pousser jusqu'à la présidence pour atteindre Mariam Gwabi. Or, il n'y a pas eu une contre-offensive. Donc, on ne sait pas par où les flecs sont rentrés. La réalité, c'est que ça n'a jamais existé. Bon, maintenant, s'il s'agit du commando M. Perrin, mais ce commando-là aussi, avant de rentrer à la présidence, devait commencer par s'affronter avec la garde à l'état-major. Mais est-ce que les gens ont entendu qu'il y a eu des affrontements? Donc, ce que Kadidi, dont on prétend être le commando, et ça sera un élément nouveau, M. Perrin, mais que Kadidi, lorsqu'il rentre à l'état-major avec la voiture, ils sont fouillés. On ne rentre pas à l'état-major ou à la présidence sans être fouillé. Donc, M. Perrin, qu'est-ce qui nous manque là? C'est qu'il nous faudra donc les registres d'entrée et de sortie à la présidence de ce 18 mars. Si M. Kikadidi, avec ceux avec lesquels ils étaient, s'ils étaient enregistrés à l'entrée, ça veut dire que ce n'était pas un commando. Vous voyez, M. Perrin? Bon, mais encore, est-ce que toutes ces traces existent encore? Est-ce qu'ils n'ont pas effacé toutes ces traces? Mais moi, Perrin, évidemment. Évidemment, vous avez compris. Mais si ces traces ont disparu, ça veut dire qu'on cache quelque chose. Oui, puisque c'est le même ministre de la Défense après qui prendra finalement le pouvoir. Donc, ça ne pouvait pas disparaître. Non. Donc, M. Perrin, vous voyez, qu'il s'agisse des flecs, qu'il s'agisse d'un faux commando, parce que ce n'est plus un commando, si jamais les registres existent, eh bien, nous devrons voir si Kadidi avait été enregistré. S'il a été enregistré, ça veut dire que ce n'était pas un commando. Et si c'était un commando, est-ce qu'on a préparé la contre-offensive? Ça non plus, non. Donc, vous voyez, M. Perrin, que là, M. Sassou, qui dit avoir été à la maison quand les Kunzu l'a appelé, M. Perrin, c'est faux. M. Sassou était à l'état-major ce jour-là. Et je m'en vais vous faire de la démonstration. Il avait même rendez-vous avec Mariam Gwabi à 14h30. Ah, voilà. M. Perrin, puisque les Kunzu donnent un seul coup de fil où Sassou dit qu'il a reçu le coup de fil à la maison, hein, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'il a fait déporter jusqu'à la mairie. De la mairie, il est parti à l'hôpital. Mais c'est faux. Parce que s'il est déconnecté de son téléphone, qui était le téléphone fixe, il se retrouve à la mairie. Il n'a plus de téléphone, puisqu'il n'y a pas de portable. Qui l'a informé que Mariam Gwabi est hospitalisée à l'hôpital? Mais peut-être qu'il avait le talkie-walkie, non? Mais les Kunzu n'en avaient pas. Les Kunzu n'est pas militaire. Alors, maître Amédée Ganga, bon, non, puisque Monsieur Perrin, ici... Monsieur Perrin, évidemment, laissez-moi poursuivre, Monsieur Perrin. Donc, le coup de fil que les Kunzu donnent, le seul, il le donne à Sasuke à l'état-major avec Florent Tsiba pour leur dire la mission est accomplie, le corps est à l'hôpital. Parce que, M. Perrin, ce que Sassou ne dit pas... Est-ce que ça veut dire que quand Sassou se rend à l'hôpital, c'est pour aller constater si réellement la mission est bien accomplie et qu'on a pu atteindre... Voilà. Exactement, M. Perrin, parce que M. Sassou ne se retrouve pas seul. Il est avec Ntsiba, son directeur de cabinet. Les deux, avec les Kunzu, se retrouvent à l'hôpital. Comment ils ont fait pour se retrouver tous les trois? Donc, puisque les Kunzu n'a passé qu'un seul coup de fil, le seul coup de fil qu'il a passé, c'est pour dire à Sassou, qui était à l'état-major, avec son directeur de cabinet, que la mission est accomplie. Et c'est pour ça qu'ils se sont rendus à l'hôpital. Donc, les coups de fil dont on entend à l'état-major n'est qu'une diversion. Voilà la vérité, M. Perrin. Ben, une mise en scène très mal montée, cousue de fil blanc d'ailleurs, comme qui dirait. Alors, maître, je disais donc, puisque cet acte de la conférence nationale, l'acte 284 n'a jamais abrogé, à ce que je sache, il n'a jamais été abrogé jusqu'aujourd'hui, parce que ne pouvait l'abroger qu'un gouvernement légal. Non, la conférence nationale encore. Il fallait que ce soit la conférence nationale. Il fallait que ce soit la conférence nationale pour... oui, ça veut dire que Denis Sassou Nguesso est bel et bien responsable de ces crimes énumérés par cet acte. Et donc, par conséquent, c'est un criminel en liberté qui est à la tête du Congo-Brazzaville. C'est ça? Non, ce n'est pas un criminel qui est en liberté. C'est un dangereux criminel.
Ce n'est pas simplement un criminel, un dangereux criminel. Sassou Nguesso. Ici, vous êtes nombreux à connaître Nguesso, le président de Congo-Brazzaville, qui a sur la conscience et du sang sur ses mains en centaines de milliers de personnes. Il a laissé se perpétrer sur son territoire les pires exactions, le viol des femmes et les assassinats en masse. Donc ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, Chirac, mon ami de 30 ans, c'est comment j'étais de ceux qui avaient aidé Sassou et qu'ensuite nous avons été extrêmement déçus par l'échec de Denis Sassou Nguesso. D'abord, il y a eu des exactions effroyables, notamment les 350 assassinés du Beach. Ça, c'est des choses qui méritent le jugement des tribunaux pénaux internationaux. Puis il y a surtout tous ces détournements de fonds publics, d'utilisation de l'argent du pétrole pour autre chose que le bonheur du peuple. Enfin, toute une série de déceptions. Parce que vous voyez finalement, M. Perrin, là où on devait arriver, finalement, et le cardinal, et le président Alphonse Massamba Deba et tout ce monde. Et les procès qui ont suivi. Finalement, ces gens-là ont été assassinés. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec Marien Ngouabi. Donc, vous voyez ce que je voulais vous démontrer. Voilà quelqu'un qui tue et qui disparaît et qui fait assumer la responsabilité à d'autres personnes. Et donc, les victimes aujourd'hui, au regard de ce que je viens de dire, la démonstration est faite que vos parents n'ont jamais, mais alors jamais, été assassinés du fait de Marien Ngouabi. Ils ne sont pas coupables de l'assassinat de Marien Ngouabi. Mais Sassou est coupable de tous ces assassinats. Lui seul le sait simplement parce qu'il voulait se faire un plaisir de tuer les gens. Parce que ça lui permettait ensuite d'imposer, si vous voulez, sa dictature et la peur. Mais aujourd'hui, M. Perrin, puisque Sassou sait désormais qu'on sait que c'est lui l'auteur de ces actes, au regard de ce qu'on vient de dire. M. Perrin, tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que M. Sassou doit être arrêté. Et une plainte aujourd'hui, donc, avec toutes les victimes, là où vous êtes, n'ayez plus peur parce qu'il est démontré que vos parents, vos frères, vos sœurs, peu importe, n'ont jamais été à l'origine de l'assassinat de Marien Ngouabi. Et d'ailleurs, pendant que vous le dites, maître, il ne s'est pas arrêté là. L'intérêt aujourd'hui et l'importance d'ailleurs de ce procès pour arrêter le criminel, sinon il va continuer à commettre parce qu'après là, il a continué à commettre des crimes. Vous vous rappelez lors de son coup d'État militaire, après le coup d'État militaire, bien sûr, parce que la situation du Congo, ce que les gens ne disent pas assez, c'est que elle ressemble à celle du Rwanda. Là, la seule différence, c'est qu'au Rwanda, il y a eu médiatisation de ces crimes. Voilà pourquoi on parle de génocide. Or, au Congo, il y a eu un blackout médiatique imposé par les médias, beaucoup plus la presse française, il faut le dire aussi. Mais sinon, c'est similaire à ce qui s'est passé au Rwanda. Je parle ici de la période après son coup d'État de 1997. Mais on reviendra là-dessus, Monsieur Perrin. Je reviendrai là-dessus pour vous montrer le processus de dangerosité de ce monsieur. Et qu'aujourd'hui, si les gens continuent à vouloir discuter, à échanger avec eux, c'est qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont absolument rien compris de ce monsieur. Et donc, dans l'intérêt de relancer le procès, puisque vous emboîtiez déjà tout à l'heure, nous avons reçu sur ce même plateau deux fils, où vous en avez parlé tout à l'heure, notamment Richard Amédée Sambadiankombi et puis Honoré Kanza, qui ont témoigné, évidemment, comment est-ce que leurs parents avaient été exécutés, il faut le dire comme ça, hein, ils ont été passés aux armes par le tribunal installé par la cour martiale installée par Denis Sassou Nguesso. Et dans l'ensemble, quand on recoupe toutes ces interviews, il ressort que ces derniers, mais sont vraiment impatients, voilà, de voir Denis Sassou Nguesso comparaître devant le tribunal pour ses crimes. Oui, M. Perrin, c'est ce qui va être fait. Quelles sont donc les différentes possibilités? M. Perrin, aujourd'hui, à partir du moment où nous avons démontré, et les victimes vraiment doivent le savoir,
qu'ils sont désormais à l'abri de quoi que ce soit parce que la démonstration est faite que leurs parents n'ont jamais été coupables d'un quelconque crime sur la personne de Marien Ngouabi. Et toute la question de savoir maintenant, ces gens-là ont été assassinés par Sassou. Pourquoi? Ce n'est même pas un assassinat, c'est un pogrom, monsieur Perrin. C'est un pogrom qu'il a eu à commettre. Vous voyez? Donc, plainte devra être déposée contre Sassou et Ntsiba compris. Parce que Ntsiba vient dire là qu'il y avait la lettre de Massamba Deba. Il devra nous expliquer où est finalement passé Massamba Deba à partir du moment où il a démontré qu'il avait la lettre de Massamba Deba. Mais plainte devra être déposée aussi, M. Perrin, contre M. Okoko. Pourquoi? Parce que M. Okoko dit, M. Sassou m'a donné un dossier pour lequel j'ai pris des réquisitions. Mais comment se fait-il qu'il ait pris un dossier dans une affaire dont on ignore l'objet? Quel était l'objet de ce dossier? Parce que l'affaire Marien Ngouabi n'a rien à voir avec le pogrom que commet Sassou. Mais monsieur Maître Okoko vient dire que j'ai reçu des dossiers de la part de Sassou. Mais ces dossiers portaient sur quoi? Parce que l'affaire Marien Ngouabi, comme je le dis aujourd'hui, et je l'ai toujours dit, elle n'a jamais été instruite, il n'y a aucune information qui est ouverte. Donc on ne sait même pas aujourd'hui si Marien Ngouabi est mort. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Pour le savoir, il faut ouvrir une information judiciaire. Vous comprenez? Et donc, quand Okoko prend ce dossier-là, il s'agit de quoi dans ce dossier-là? C'est vous, Monsieur le Président, qui, dès le 17 mars, vous étiez le patron de ce Congo. Et que entre le 17 mars, le 18 mars, pardon, jusqu'au 5 septembre 1977, c'est vous tout seul, avec votre sécurité d'État, avec les services de la défense, la défense nationale, avez dirigé, coordonné, contrôlé l'enquête qui a permis par la suite de faire le procès Marien Ngouabi. Et je dis, Monsieur le Président, que s'est-il passé entre le 18 mars 1977 et le 5 septembre 1977? Qui contrôlait l'enquête? Qui a arrêté les gens? Qui les a interrogés? Monsieur le Président de la République, je vous dis ceci, que du 5 septembre 1977 au 2 janvier 1978, date à laquelle vous m'avez, en tant que président de la Cour d'appel du Congo, désigné et fait désigner commissaire du gouvernement. L'enquête a été soumise à une commission d'enquête. Et la majorité des membres de la commission d'enquête étaient sous votre autorité en tant que ministre de la Défense et de la Sécurité. Monsieur le Président de la République, vous savez vous-même que vous nous avez remis 3 dossiers. Un entre les mains du président Assémékang, un entre Maître Martin pour la Défense et un autre au commissaire du gouvernement que je suis. C'est sur cette base, Monsieur le Président de la République. C'est pourquoi je vous prie de ne pas continuer à faire une campagne inutile. C'est sur cette base que, en tant que commissaire du gouvernement, procureur de la République, exerçant le ministère public, j'ai défendu le dossier que vous-même vous avez préparé. Et des dossiers instruits par qui? Par qui? Et il s'agissait de quoi? Et ensuite, il y a Maître Mbemba qui a fait la défense. Lui comme témoin. Il peut nous dire, mais le dossier pour qui il a fait, pour lequel il a fait une si brillante défense, portait sur quoi? Parce que ça n'a rien à voir avec Marien Ngouabi. Est-ce qu'il y avait un lien entre cette affaire-là et Marien Ngouabi? Parce que l'affaire Marien Ngouabi n'est pas encore instruite.
si elle n'est pas encore instruite. Donc, l'objet de ce dossier-là, pour lequel il a fait de forces merveilleuses, porté sur quoi? Mais encore plus loin, M. Perrin, plus loin, le président Yombi avait refusé la grâce à ces gens-là. Mais cette grâce qu'il avait refusée, quel était le motif du refus de cette grâce? Quel était l'objet de ce procès au point que lui peut être amené à refuser la grâce? Donc, vous voyez, M. Perrin, aujourd'hui, nous sommes obligés, tous les Congolais, nous sommes obligés de chercher à savoir. Et pour chercher à savoir ce qui s'est passé, M. Perrin, il y a 3 éléments. Et j'ai oublié une autre personne, M. Perrin, mais je reviendrai là-dessus. C'est Mme Céline. M. Perrin, il manque l'acte de décès de Marien Ngouabi. Il manque l'autopsie de Marien Ngouabi. Il manque la scène du crime de Marien Ngouabi. Marien Ngouabi a été assassiné où? Enfin, il nous manque les registres d'entrée et de sortie à la présidence sous Marien Ngouabi pour savoir qui était rentré, qui n'était pas rentré. Voilà les éléments qui vont être dans notre dossier de la plainte qui va être déposée. Et donc, je vais inviter Mme Céline Ngouabi. Aujourd'hui, le moment est venu pour qu'elle parle. Je fais une confidence, M. Perrin. Mme Céline Ngouabi, lorsque j'habitais à Diata, elle était venue visiter une de ses copines à Diata. Et par hasard, on s'était rencontrés. On me l'a présentée par cette dame. Maître Ganga, vous connaissez la dame? Je dis non. Ah, c'est Maman Céline Ngouabi. Ah, maman, je me suis incliné. Ah, maman, bonjour. J'ai dit bonjour. Et la dame lui présente, vous connaissez ce jeune homme? C'est Maître Ganga. Ah, Maître Ganga, un jour, j'aurai besoin de vos services. Un jour. Mais j'ignorais carrément de quoi il s'agissait. Hein? Donc, je dis à Mme Céline Ngouabi, M. Perrin, si vous avez la possibilité de faire passer cette interview à Mme Céline Ngouabi, le moment est venu. Et le jour dont elle parlait est arrivé. Le jour dont elle parlait est arrivé. Et que je suis prêt à la défendre bec et ongle pour qu'elle parle. Parce que le Congo vit des moments difficiles à la suite, peut-être pas de son silence, mais en tout cas son silence peut avoir des conséquences dans ce qui se passe. Donc il faut qu'elle parle. Elle sera un témoin dans la plainte qui va être déposée. Voilà, M. Perrin, ce que je pourrais dire. Et ça veut dire quoi, M. Perrin, aujourd'hui? Tous ceux qui disent faire de la politique, s'opposer soi-disant à Sassou. On n'a pas une meilleure manière aujourd'hui de s'opposer à Sassou que de demander le corps de Massamba Deba, de sa disparition. Si ce corps a été enfoui quelque part, ce corps doit sortir. Le corps de Massamba Deba doit sortir. Aussi longtemps qu'il ne va pas sortir, aussi longtemps qu'il ne va pas nous être présenté, M. Perrin, il n'y aura plus d'élections au Congo. Et les corps des autres exécutés aussi, par exemple les parents. J'en viens, M. Perrin, j'en viens, vous avez tout à fait raison. Les corps de tous ces suppliciés-là, en dessous, Mboro, Kimwalankaya, qui sont morts, je ne sais pour quelles circonstances, dans quelles circonstances et pour quelles raisons. Aussi longtemps que ces corps-là, M. Perrin, ne soient pas remis à la surface, pour qu'enfin qu'on sache la vérité. Tous ceux qui prétendent s'opposer à Sassou, voilà l'occasion de montrer qu'il est possible que nous soyons unis tous autour de ces problèmes-là. On ne peut pas avoir assassiné un ancien président en plein exercice, un président en exercice, un ancien président, un cardinal. Et des hauts fonctionnaires voilà, de l'armée, bien sûr. Et M. Perrin, est-ce que vous savez, M. Perrin, au sortir donc du 18 mars, le lendemain, qui venait lire les communiqués du petit matin? Qui les lisait? C'était Florent Tiba. Mais qui lui donnait des ordres? L'actuel directeur de cabinet de Denis Sassou Nguesso. Exactement, M. Perrin. En fait, c'est deux complices qui se retrouvent, en fait. C'est ça le problème.
Et voilà, M. Perrin. Des criminels qui se retrouvent, et quelqu'un disait d'ailleurs, les oiseaux, seuls les oiseaux du même plumage volent ensemble. Exactement, qui volent ensemble. Donc, M. Perrin, vous savez qu'on présente M. Ntsiba comme étant une grande gueule. Je l'attends. Je l'attends qu'il vienne m'affronter sur ces questions-là. Lui a déjà présenté la lettre qu'avait soi-disant envoyée Massamba Deba. Il doit nous dire où est le corps de Massamba Deba. Parce qu'aujourd'hui, il est porté disparu. Nous devons voir ce corps-là. Monsieur Perrin, c'est le moment plus que jamais pour que tous les Congolais maintenant, tous ceux qui font la politique, c'est le moment plus que jamais d'être unis autour de ces questions-là. Est-ce que ça veut dire, est-ce que, en d'autres termes, maître, vous êtes en train de dire que, parce que là, on s'achemine vers 2026, donc la grande échéance électorale présidentielle, est-ce que vous êtes en train de dire qu'à la tête du Congo, vous l'avez démontré, finalement c'est un criminel qui doit répondre de ses crimes? Nous avons lu au début de cette émission l'acte de la conférence nationale 284. Il est responsable de ces crimes. Ça veut dire que Denis Sassou Nguesso n'a pas la légitimité d'organiser une élection présidentielle au Congo-Brazzaville parce que c'est un criminel recherché. Monsieur Perrin, vous le dites si bien que je n'ai même plus rien à ajouter, simplement dire qu'il ne s'agit pas d'élection, Monsieur Perrin. Il s'agit de l'arrêter immédiatement. Chaque jour qui passe, Monsieur Sassou doit être arrêté. L'armée congolaise, le PCT, le gouvernement congolais, il est temps que tous ces corps-là se regardent en face, qu'ils se disent, on ne peut plus être indifférent à ces actes-là. Et donc, M. Sassou doit être arrêté. Et je dis aussi au peuple, il s'agit de votre loi, celle qui interdit de tuer. Donc, vous avez l'obligation aussi de ne pas collaborer pour ne pas ruiner votre propre volonté et votre propre loi, celle qui interdit de tuer. Mais M. Perrin, nous allons prendre un petit moment encore, puisque vous avez parlé de 97, M. Perrin. Mais 97, M. Perrin, mais ça rejoint la même chose. Lorsque nous avons dit que M. Yombi n'a pas donné grâce, pour quelle raison il n'a pas donné grâce? Mais M. Perrin, vous savez que c'est M. Sassou qui a fait cette procédure par une commission d'enquête. Donc, c'est lui qui a poussé tous les autres à commettre ces crimes-là. Il ne s'est pas arrêté là. Vous savez bien l'affaire de l'aéroport et du cinéma Rex. Oui. Là où il a fait arrêter Nzala Kanda et Tister Tikaya, où il les a humiliés en les faisant passer pour des criminels. Et j'entends qu'il y a le fils Tikaya qui est dans le gouvernement de Sassou. Je me pose la question, est-ce qu'il en sait quelque chose, lui? Mais ils sont nombreux comme ça, les enfants des victimes de Sassou Nguesso, qui finalement gravitent autour de lui, curieusement. Oui. On n'a jamais compris ça. Donc, en 97, M. Perrin, nous avons notre constitution et le préambule le proclame si bien. Nous ne devons plus prendre le pouvoir par la violence. Et donc, en 97, M. Perrin, mais c'est toujours le problème des actes qu'il a accomplis. Un crime à Ouando. Et il vient dire qu'il a été attaqué. Mais tous ceux qui ont pris les armes contre le peuple congolais en faveur d'un criminel. Mais vous voyez aujourd'hui où se trouve le Congo. Comment pouvait-on prendre des armes contre d'autres Congolais et se sentir aisé et à l'aise? J'allais dire même fier. Non, je pense qu'il est temps, le peuple, les politiques, ceux qui se disent politiques aujourd'hui, si ils ne partent pas dans le sens d'aller demander des éclaircissements et que Sassou doit être arrêté et jugé, s'ils ne partent pas dans ce sens-là, ça veut dire qu'ils ne font pas de la politique. C'est des menteurs. Parce que les faits dont on dénonce sont tellement graves et si graves qu'on ne peut pas permettre à ce monsieur d'être encore à la tête de cet État. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, il faut parler par la voix du peuple. Et la voix du peuple indique clairement qu'un criminel ne peut pas organiser les élections, il ne peut pas être à la tête d'un État.
Mais si peuple congolais, vous le savez, que votre voix, c'est celle qui compte et qu'elle est souveraine, vous n'avez plus à collaborer avec un criminel. Et ça, ce n'est pas de la faute du peuple, c'est la faute de l'élite. Tout à l'heure, vous l'avez dit en entrée, M. Perrin. Est-ce que cette élite, aujourd'hui, est capable de comprendre, de regarder et de dire, oui, ce monsieur est un criminel, nous ne pouvons plus collaborer, nous ne pouvons plus travailler avec lui. Et j'en appelle au PCT d'ailleurs, pour cela. Le PCT Paris, M. Perrin, recevra notre lettre pour qu'ils nous disent quelle est véritablement leur position face au crime de Sassou qu'il a commis dans notre pays. Le gouvernement congolais... évidemment, on va aussi, vers la fin de l'heure, bien sûr, on va peut-être aborder d'autres questions aussi. Alors, quand je vous ai suivi, maître, c'est ce que j'ai compris. En fait, c'est juste une confirmation, mais sinon je le savais. C'est le fait de le laisser libre qu'il continue à commettre des crimes. Déjà, en 1977, on l'a démontré, après son coup d'État militaire, il fait exécuter celui qu'on a appelé souvent son frère, soi-disant, oui. donc Marian Ngouabi, et son aide suivie à une série de crimes. Crimes de masse, il faut l'appeler comme ça, des exécutions qu'il a organisées juste pour se protéger. Et lorsque la conférence, disons, souveraine arrive, la conférence nationale souveraine arrive, bah, il est désigné comme le responsable donc de tous ces crimes. Et ici, on dit bien exécutoire. L'acte est exécutoire immédiatement. D'accord? Il faut l'arrêter. Et comme on ne l'avait pas fait, il a récidivé en 1997, où il a commis encore, mais alors là, vraiment, c'est le génocide. Et tout à l'heure, je disais, la situation, je comparais même la situation du Rwanda à celle du Congo. Le Congo a eu juste le malheur que la situation ne soit pas, voilà, médiatisée. On se pose encore la question jusqu'aujourd'hui, pour quelles raisons? Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. On n'en parle pas non plus. Mais il y a eu bien d'autres crimes, et je me souviens que le ministre des Affaires étrangères de l'époque devait être, je crois, Rodolphe Adada, qui avait été acculé sur ça, où il avait même promis à l'ONU et à l'OUA en ce temps-là une commission d'enquête sur place au Congo-Brazzaville, et il avait renoncé une semaine après. Donc c'était un aveu, il savait qu'au Congo se commettaient des crimes contre l'humanité, crimes de masse, crimes de guerre. Alors, si on continue à le laisser circuler librement, à être à la tête, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre aussi, en fait, il est à la tête du Congo comme chef d'État pour se protéger des poursuites contre lui, en fait. Et qu'il faut naturellement, et cette fois-ci, si ça peut marcher, bien sûr, le traiter devant les tribunaux, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est possible de le faire avec les tribunaux internationaux? Monsieur Perrin, les tribunaux internationaux, pourquoi pas? Mais si vous voulez, et je l'avais déjà indiqué, la problématique des tribunaux internationaux, c'est de considérer qu'on lui donne le statut de chef d'État. Or, en lui donnant ce statut-là, le droit international ne nous reconnaît pas le pouvoir de dire que le chef de l'État n'a pas pour mission ou pour fonction de tuer les gens. Et on lui accorde cette immunité. Et donc, je pense qu'on a plus intérêt, et je peux vous assurer qu'on a plus intérêt que le peuple congolais se saisisse lui-même de cette problématique qui va l'amener à exorciser tout ce qui a pu se passer. Parce qu'un Congo nouveau naîtra de ça. Nous ne devons pas penser et nous ne devons pas croire que le pouvoir dont il exerce peut être un refuge de criminels. Tous les Congolais aujourd'hui réunis, si nous avons tous conscience, malgré la tribalisation à outrance, ils finiront quand même par se dire non. Il y a quand même quelque chose de supérieur à nous tous, c'est le Congo. Il faudrait donc sauver le Congo. Et donc, c'est un appel à l'armée avec Okoye. C'est un appel à l'armée avec Oboa. C'est un appel à l'armée avec la gendarmerie. Mais c'est un appel au gouvernement, au PCT, de regarder en face.
que nous ne pouvons plus attendre, nous ne pouvons plus nous contenter de regarder, d'avaler les couleuvres au motif qu'il serait un chef d'État. Non, c'est un criminel. Voilà, M. Perrin. Aujourd'hui, je pense que nous avons l'espace nécessaire, hein, M. Perrin. Nous avons l'espace nécessaire. Si tous les hommes politiques se disent on ne collabore plus avec ce criminel, je suis convaincu que dans les 48 heures ou dans les 24 heures, ce monsieur partira. Et il le sait, monsieur Perrin. 48 heures, ce monsieur passera. Alors, moi, je vous posais la question, quelles étaient finalement les possibilités? Et puisque maintenant, là, il faut absolument urger la procédure, il faut le traduire en justice. Comment ça devrait se passer? Ben, monsieur Perrin, je m'engage là, hein, au sortir de là. Alors, je ne vous dévoilerai pas tout. Mais en tout cas, la plainte ou les plaintes vont commencer à être déposées. Et nous allons voir dans les consulats, nous allons informer partout de ce qu'aime ce monsieur-là. Mais il faudrait que aussi le peuple et les hommes politiques qui soi-disant sont des opposants, ils doivent maintenant se saisir de ces éléments-là. Monsieur Sassou n'est qu'un criminel. Si les hommes politiques, ceux qui prétendent être de l'opposition, s'ils ne prononcent pas un temps soit peu que Sassou n'est qu'un criminel, que nous ne devons plus accepter à la tête de notre État, s'ils ne le prononcent pas, ça veut dire que ce n'est pas des opposants. Bon, mais chacun a sa manière de le dire avec ses mots, peut-être. Oui. En tout cas, maître, bien entendu, maître Amédée Ganga, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous laisse les quelques minutes qui nous restent hein, pour conclure, bien sûr. Et ça oui, monsieur Perrin, merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons démontré par A plus B que les victimes de 77 n'ont rien à voir avec l'assassinat de Marien Gouabi et que Sassou en emporte tout seul la responsabilité. Et que nous devons simplement nous interroger comment cela a été si possible, comment cela a été possible et comment cela demeure toujours possible. Est-ce qu'on peut se regarder, on peut se mirer et se dire, ce pays qui a eu tant de cadres, mais des éminents, M. Perrin, ont laissé et laissent courir un dangereux criminel à ce point, simplement parce qu'il donnerait de l'argent, simplement parce qu'il donnerait des postes. C'est largement suffisant pour que la frontière entre le bien et le mal disparaisse et qu'on rentre dans la banalisation du mal, M. Perrin. La banalisation du mal. Les gens, M. Perrin, sont plus aptes à faire et à adhérer au mal. Mais le vrai combat, M. Perrin, ce n'est pas de faire le mal. Le vrai et le seul combat, c'est celui de la justice et de la liberté. Et le Congo, nous lui devons ça, le combat de la justice et de la liberté. Merci. Le vrai combat, c'est celui de la justice et de la liberté. C'est par là que nous mettons donc terme à cette émission. Grand merci encore, maître Amédée Ganga. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et nous étions là en train de regarder les possibilités, bien sûr, de poursuite au pénal de Denis Sassou Nguesso pour crimes contre l'humanité, crimes de masse, crimes de guerre, pourquoi pas, et crimes politiques, bien sûr, puisqu'il y a eu beaucoup d'assassinats politiques. Mesdames, Messieurs, merci donc de nous avoir encore fait confiance aujourd'hui. Cliquez sur le petit pouce en l'air, juste en bas de la vidéo après avoir largement partagé cette émission et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.